Bonjour Daniela Simonet. Bonjour. Bonjour Claudio Pulgar-Pinot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux engagés dans cette démarche citoyenne. Décidons nous-mêmes dans la perspective des municipales à Paris. Danielle, vous êtes co-animatrice du Parti de gauche et membre de la France Insoumise. Et vous, Claudio, vous êtes un militant associatif, notamment pour le droit à la ville. Alors, quand on lit l'appel et les objectifs de Décidons nous-mêmes, j'ai l'impression de retrouver les mêmes objectifs qui ont présidé à la création de la France Insoumise. Pourquoi ne pas partir dans la bataille à Paris sous les couleurs de la France Insoumise ? Parce que je pense justement qu'il faut regarder le problème autrement. L'enjeu des élections municipales, c'est pas d'avoir une force politique et un bon programme. Il faut totalement repenser les choses parce que, regarde, les 3 mandatures avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, même s'il y a des choses intéressantes qui ont été faites, bon, le bilan c'est quoi? Gentrification, bétonisation, privatisation de Paris. Et je pense parce que justement, ils n'ont jamais pensé comment est-ce qu'on organise le rapport de force vis-à-vis de l'État et surtout comment est-ce qu'on fait en sorte que les habitants de Paris ou ceux qui travaillent à Paris, bref ceux qui sont censés vivre la ville et donc fabriquer la ville, eh bien n'ont pas le droit au chapitre. Et ce n'est pas eux qui portent les politiques publiques et elles se font de fait contre eux. Et donc il faut bousculer ce cadre-là et je pense que donc il faut une démarche qui pose la question démocratique au centre. C'est pour ça que par exemple on défend la question du référendum d'initiative citoyenne. Claudio, justement vous, c'est pas la même chose que ce soit une initiative de la France Insoumise et aujourd'hui celle que vous présentez, l'initiative citoyenne? Moi je ne suis pas militant de la France Insoumise, c'est ça, c'est important de le dire. Et dans la démarche, il y a plein de gens qui ne sont pas militants de la France Insoumise. Et pour aller à la question, c'est pas, je ne dirais pas que c'est une traduction directe de la France Insoumise vers une campagne municipale, c'est plutôt une démarche avec l'idée de construction de municipalisme et de communalisme, dans le sens que d'un côté c'est une méthode, mais aussi c'est un objectif. C'est un objectif qu'on dirait, je pense, de construction de droit à la ville, de construction d'une démocratie radicale. On va parler, je pense, plus de ça. Et à ça aussi, et je pense que c'est l'urgence sociale et écologique aujourd'hui, c'est une approche vers une écologie populaire. Et je pense que ces 3 axes sont dans cette idée, dans l'appel des décisions de nous-mêmes, dans cette idée municipaliste, communaliste, qu'on peut voir. Il y a une nouvelle vague de municipalisme ailleurs dans le monde, en Espagne, à Valparaiso au Chili, au Rojava. Et je pense qu'on est dans cette ligne, dans cette idée des partages, des distributions du pouvoir. On va revenir sur la notion de communalisme, mais d'abord un mot, Danielle Simonet. On lit quand même beaucoup que vous serez la candidate de cet espace nouveau que vous êtes en train de créer, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Quel va être le processus de décision justement de vos candidats à l'échelle des arrondissements et puis du candidat de la mairie de Paris? Eh bien, justement, on a une assemblée constituante, voilà, des signataires de Décidons nous-mêmes, hein, puisque l'appel c'est ça au départ, hein, c'est sur le site internet www.decidons.paris. Et cette assemblée du 9 novembre va être constituante. Donc on a par exemple lancé un appel à candidature. Est-ce que vous souhaitez être candidat pour être maire de Paris? Est-ce que vous êtes candidat pour être maire d'arrondissement ou pour être dans le conseil? On propose aussi, est-ce que vous voulez suggérer la candidature d'une autre personne? Et moi, pour moi, c'est très important de dire, si moi je propose ma candidature, je ne la considère pas comme acquise. Donc je souhaite que d'autres puissent postuler et donc ce sera décidé dans cette assemblée. Mais je dirais même que moi j'aime bien l'idée de binôme. Parce que dans mon cheminement, par exemple, j'ai été très marquée par la démarche des Kurdes, dans leur approche municipaliste, où eux justement à chaque fois ils font émerger des binômes hommes-femmes. Parce que la question féministe elle est au cœur. Donc moi je trouve que ça serait très novateur. D'abord que l'Assemblée elle puisse tout décider, donc je mets dans la balance que ça peut ne pas être moi à l'issue de cette Assemblée, et je pense que ça peut être aussi un binôme, ça me semble important. Justement, je me permets, parce que Danielle Simonet, vous êtes élu à Paris depuis 2001, d'abord sous les couleurs du Parti Socialiste, puis du Parti de gauche et de la France Insoumise. Ça va faire bientôt 20 ans que vous êtes élue parisienne. Votre position, elle n'est pas un peu contradictoire avec les propositions qui sont aussi les vôtres en termes de renouvellement? Eh bien, justement, le fait de proposer un binôme, déjà, ça modifie complètement les choses. Et puis surtout, ce qui est important, c'est comprendre aussi le cheminement. Moi, je suis... comment dire? Quand j'ai commencé, mon obsession, c'était la mise en mouvement. J'avais créé le Conseil de la citoyenneté des habitants non communautaires, parce que la bataille pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales est pour moi essentielle. Aujourd'hui, c'est scandaleux qu'il n'y ait toujours pas ce droit de vote et que derrière le mot citoyen, on pense qu'à ceux qui ont la nationalité française. Or, toutes celles et ceux qui travaillent et vivent dans la ville doivent pouvoir fabriquer la ville. Mais je pense aussi que mon expérience, tu vois, par exemple sur le dernier mandat,
J'étais seule au Conseil de Paris, sur 163 conseillers de Paris, et j'estime que je n'ai pas à chaque fois donné mon opinion. J'ai relayé tout un tas de combats dans Paris qui m'ont nourri et qui m'ont permis aussi de prendre conscience eh bien, qu'il faut organiser l'irruption du peuple qui viennent squatter finalement ces assemblées. Et donc c'est ça un peu voilà, la démarche. Et ce qui est chouette, c'est que du coup on a fait une conférence de presse la semaine dernière où on a pu présenter eh bien, 25 soutiens qui nous semblent emblématiques, qui ne sont pas des militants de la France Insoumise, mais je veux dire, ça va dans une diversité du kiosquier, en passant par le taxi, en passant par celles qui luttent contre la centrale à béton Lafarge, ou contre les tours de Bercy-Charenton, ou bien sur l'antipub, ou bien les militants féministes, ou bien ceux qui luttent contre les discriminations, y compris dans la ville de Paris. Donc, cette capacité à fédérer, on n'aurait pas forcément pu l'avoir s'il n'y avait pas justement cette histoire qui s'est construite avec l'ensemble de ces luttes. Claudio Pulgar-Pino, justement, vous le disiez tout à l'heure, votre démarche, le projet, j'imagine qu'on le connaîtra bientôt, mais elle repose sur cette idée du communalisme. Ça veut dire quoi? C'est quoi le communalisme à l'échelle de Paris? Je pense qu'on peut l'expliquer, et c'est lié à la question d'avant sur les choix des candidats et des listes. Ça va dans le même sens. On peut l'expliquer dans un axe démocratique. Je pense que ça c'est l'axe central de la démarche. C'est la démocratie radicale, donc c'est les assemblées des communs, l'assemblée constituante du 9 novembre, mais les assemblées des communs dans les arrondissements après aussi, qui vont décider d'un côté un programme. Nous, on a décidé, c'est pas. Je pense que c'est important de remarquer, oui, mais c'est important de remarquer que c'est pas une démarche citoyenniste où tout est mis sur la méthode. C'est une démarche, c'est pour ça qu'on parle des communalismes, des municipalismes, parce qu'il y a une idée politique derrière, que c'est la démocratisation de la ville, que c'est l'accès et les droits de rester dans la ville, par exemple, face au logement, face à la gentrification, face à la montée des loyers, etc. Mais dans le processus, l'axe démocratique, c'est central. Et ça, dans les reflets, c'est qu'on va décider les têtes de liste par arrondissement avec des binômes, que c'est les assemblées qui vont proposer, qui vont décider. Même chose pour la tête de liste parisien, que peut-être que ce sera Daniel, peut-être pas, et c'est un binôme aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour rajouter à ça, c'est une démarche qui est complètement, j'insiste, que large et ouverte. Et qui peut muter là, c'est ça, qui peut converger avec des autres forces, des autres forces vivantes dans les quartiers, mais aussi des autres forces qui peut fusionner, c'est ça. Je pense que c'est ça l'histoire qu'on est en train de construire, et la force de cette histoire. C'est un truc qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je suis dedans. Vous dites large et ouverte. Votre gauche, je ne sais pas si c'est une liste de gauche, mais votre espace politique, il est totalement irréconciliable avec Anne Hidalgo, avec la gauche d'Anne Hidalgo. En fait, regarde leur échec. Moi, je vais prendre une question pour moi centrale, c'est la question du logement. Parce que la question du logement, elle pose les enjeux sociaux et écologiques de la ville. Quand il y a 1 million de personnes qui chaque jour viennent travailler à Paris sans pouvoir y vivre, c'est la source première des problèmes de pollution, par exemple. Et donc, toute la construction du Grand Paris, la mise en concurrence des territoires est une aberration où on organise un espace ségrégué socialement. Comment on sort de ce cadre-là ? Pourquoi est-ce que le bilan de ces majorités, finalement, s'est soumis à la loi du marché et de la spéculation? Parce qu'il leur manque 2 compétences énormes. La première, sur l'encadrement des loyers qui va être restauré, il se fait en fonction du prix du marché. Donc en fait, on modifie, mais on continue la croissance exponentielle spéculative, sauf que on va essayer de la contenir. Bon, parce que la ville n'a pas la compétence sur le loyer de référence. Aussi, il n'y a pas de réquisition possible des logements vides parce que ce n'est pas une compétence municipale. La ville n'a jamais fait le bras de fer pour restaurer ses compétences parce qu'elle n'a jamais pensé organiser la ville avec ceux qui la vivent. On proposera, nous, par exemple, que ces compétences elles soient décentralisées. S'il y avait un référendum d'initiative citoyenne ou si une nouvelle majorité organisait un référendum, vous imaginez, mais je suis persuadée que l'écrasante majeure partie des Parisiens diraient « Mais oui, ça suffit, on veut le gel, voire même la baisse des loyers, comme à Berlin ils l'ont fait. Et on veut réquisitionner les logements vides, parce que si on ne fait pas ça, on bétonne la moindre friche et c'est anti-écologique. » Je vais rajouter dans le sens, c'est pas dans notre projet, dans cette démarche, l'idée de construire un cartel des partis. Je pense que c'est pas non plus ça dans le sens ambiance avec presque un an des mouvements sociaux, des gilets jaunes, des mouvements climat, etc. Je pense que c'est plutôt de nous, les gens qui habitons Paris, qui résistons, entre guillemets, pour rester dans cette ville qui essaye de nous chasser, de nous expulser, de nous organiser, de nous auto-organiser
et de construire un contre-pouvoir. Et ça dépasse, entre guillemets. C'est pour ça que nous, on ne fait pas un appel, un front des partis, un cartel. Ça dépasse. Et je pense que pour beaucoup de gens qui ont voté pour l'actuelle majorité et qui sont dessus, un projet comme ça peut les parler. Et ça veut dire que vous n'avez rien à dire, vous ne tendez pas la main aux écologistes ou aux communistes, qui sont par ailleurs vos alliés aussi dans plusieurs villes de France dans le cadre de cette campagne. Nous, on porte la question qui est la souveraineté du peuple dans leur possibilité vraiment de reprendre leur droit à la ville. On porte aussi la méthode éducation populaire. C'est-à-dire que vraiment, par l'éducation populaire, on fait en sorte de coproduire le programme. Ça veut dire coproduire quelle ville on veut. Parce que je pense qu'il y a, comment dire, les femmes et les hommes qui vivent dans Paris, ils aiment leur ville, mais ils n'aiment pas ce qu'elle est en train de devenir, parce qu'elle est en train de devenir une ville complètement dingue, complètement folle. C'est la ville de l'ubérisation et de la précarité, c'est la ville qui exclut, regarde le problème des exilés. Hier encore, j'apprenais qu'il y a 50 jeunes mineurs isolés étrangers qu'on laisse sous la flotte. Voilà, ils veulent pas de ça. Donc le problème, c'est pas d'écrire un programme sur un coin de table avec des forces politiques, et puis après, mince, on n'a pas réussi à l'appliquer. Non, c'est de faire en sorte qu'on redonne confiance à ceux qui vivent Paris pour leur dire, mais en fait, venez, on va essayer d'avoir des pieds dans l'ensemble des assemblées, mais aussi plein de pieds dehors pour bousculer ces cadres-là. Et ça, je pense que moi, je veux dire, dans les soutiens qu'on a réussi à fédérer, à impliquer, ça crée un espoir qu'il y a un nouveau Paris qui peut s'écrire. Et moi, pour ajouter, je pense que c'est l'idée même des municipalismes, c'est une idée de confluence. Et confluence, ça veut dire de nous rencontrer dans la démarche, dans ce projet, qui peut dépasser même Décidons nous-mêmes. C'est ça l'important, je vais rajouter, dans l'idée de construire. On parle beaucoup des convergences, et donc, moi, personnellement, je ne me fermais pas à l'idée, avec tous les gens qui vous parlez, qui vous citez, et qu'on pourrait un jour construire. Mais c'est pas, j'insiste, c'est pas dans l'idée de faire des accords, de partager des places d'adjoints, etc. C'est plutôt dans l'idée de démocratiser. Moi, j'adorerais qu'ils soutiennent la question, par exemple, du référendum d'initiative citoyenne. Oui. Voilà. Ou la baisse des loyers, ou la réquisition. Quand on va sur le site justement de Décidons nous-mêmes, on voit quelles sont les priorités. Il y a la question écologique, il y a la question sociale, il y a la question démocratique effectivement. Et il y a un sujet quand même qui attire la foudre de votre part. En tout cas, c'est le projet des JO qui sera dans le cadre du prochain mandat du maire de Paris. Vous êtes contre ce projet. Si vous êtes élu, vous annulez le projet des JO? Alors non, non, parce que nous, on est justement dans ce rapport démocratique. Eh bien, il faudra qu'il y ait un référendum. Voilà. Alors, l'idéal, c'est qu'il puisse être francilien. C'est-à-dire qu'on arrive à convaincre. Anti-écologique, antidémocratique, alors, antisocial. L'idée, c'est qu'on puisse aussi demander à l'ensemble des communes concernées qu'il puisse y avoir ce référendum pour qu'il puisse y avoir d'abord un débat. Parce que quand même, je veux dire, la voix si populaire, elle a été confisquée. Hidalgo s'est fait élire en disant qu'elle ne voulait pas des JO. Et puis elle a retourné sa veste, comme elle sait hélas très souvent le faire, et puis elle a décrété qu'il y aurait les Jeux Olympiques. Et donc, c'est aux citoyens et citoyennes de pouvoir en décider, parce qu'il me semble que vraiment, ces Jeux Olympiques, ça accélère la financiarisation de la ville de manière antisociale et anti-écologique. Alors certains aussi se disent, oulala, mais c'est complètement illusoire. Par exemple, Europe Écologie Les Verts qui était contre les JO, maintenant ils disent, si demain on est maire de Paris, on organisera un audit. Non, ils disent, on organisera un audit. Ils sont plus sur le référendum. Ils disent, on fera un audit. Bon. Eh bien, à Denver, je crois que c'était en 1976, les habitants ils se sont dit, mais c'est pas possible, on nous a menti, ça coûte beaucoup plus cher que prévu. Et puis, on nous a menti, je veux dire, sur les conséquences écologiques et environnementales. Et donc, ils se sont battus et ils ont arraché un référendum 4 ans avant et ils ont obtenu l'annulation. Donc là, on est justement, en 2020, on sera 4 ans avant 2024. Donc tout est possible. Je pense aussi, les Jeux Olympiques, c'est un exemple des grands projets imposés et inutiles. Je pense quand on parle de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, quand on parle d'Europa City en Île-de-France, quand on parle de la Tour Triangle, c'est la même chose. C'est des projets qui vont dans le sens de la spéculation, qui vont faire monter la gentrification et surtout qui vont en contre les droits de la ville, qui vont en contre une des batailles très importantes qu'on doit mener aujourd'hui à Paris. Les associations sportives, elles l'ont mauvaise, parce que bien souvent, on leur dit non, ça sera plus tard ces équipements de proximité dont vous avez besoin, parce qu'il faut faire les JO, même pour le sport. Pour tous, de proximité, ça ne va pas. Et l'expérience, on a vu dans le monde, à Londres, à Athènes, au Brésil, dans les dernières Coupes du Monde, aux Jeux Olympiques, les grands événements comme ça sportifs, qui durent un mois,
mais qui après ils laissent Même pas 2 semaines. Des immeubles abandonnés qu'il faut monter, qui créent des nouveaux quartiers pour faire les spéculations. Donc ça c'est très Moi, important de rester à côté là. J'étais à Tokyo à la rencontre internationale des collectifs anti-JO. À chaque fois on est sur les mêmes récits. Hein. J'ai une dernière question pour vous, Daniel, et évidemment Claudio, vous pourrez répondre parce que ça concerne tout le monde. C'est plutôt à la responsable nationale que je m'adresse. Le climat qu'on connaît en ce moment, que la France traverse, le climat anti-islam, ou peut-être même le climat plus qu'anti-islam, anti-musulman. On voit des tribunes passer, on voit des pétitions passer. Qu'est-ce qu'une responsable politique comme vous, qu'est-ce qu'un responsable politique devrait proposer, impulser pour changer la donne? Bah déjà, je veux dire, c'est quand même abject, quoi. Quand vous avez même un ministre de l'Éducation qui finalement, au lieu de condamner, ce qui aurait dû être une évidence, condamner le racisme anti-musulman de cet élu du Front National d'extrême droite, au contraire, il cautionne finalement. Hein. Et puis cette stigmatisation, enfin je veux dire, moi ça me rappelle les périodes les plus sombres de l'histoire, quoi. On va demander quoi alors aux musulmans de se mettre une étoile, enfin je veux dire, c'est abject. Donc vraiment il y a une bataille dans la lutte contre toutes les formes de racisme qui est essentielle à mener. Et je peux vous dire, quoi, même dans la ville de Paris, il y a de la discrimination. Et le mot radicalisation, par ailleurs, m'insupporte, parce que moi je suis pour radicaliser la démocratie. Et il y a aussi d'autres radicalisations qu'ils ne veulent jamais voir. À la ville de Paris, vous avez un haut responsable dans le futur service de la police qui avait accolé sur sa porte un autocollant, le Front de Libération du Cochon, qui est un groupuscule d'extrême droite, raciste anti-musulman de la pire espèce. Un salarié de la ville qui était victime de discrimination et qui a alerté sur ce problème-là a été licencié pour l'avoir fait. Voilà. C'est des gravités de cet ordre-là qui sont en train de se jouer dans le pays. Donc là, il va falloir vraiment qu'une mobilisation la plus forte. Et je pense que la bonne réponse est au contraire de dire mais nous on veut l'égalité des droits jusqu'au bout, on veut le droit de vote, on veut la régularisation des personnes en situation administrative irrégulière, porter justement ces combats-là. Après, les problématiques, je veux dire, d'intégrisme, on ne ferme pas les yeux. Moi, je soutiens les Kurdes qui luttent contre, je veux dire, Daesh, le fasciste Erdogan. Bon, ben ça, c'est aussi par la bataille féministe que ça se fait. Claudio, il y a une forme de banalisation justement de l'islamophobie. Oui, je voulais parler de ça. Là. Je pense que nous, on est complètement, la démarche, elle est complètement antiraciste. Nous, on mène dans les quartiers, on mène cette bataille contre le racisme. Et je pense qu'il faut parler aussi de l'islamophobie, c'est important. Et si on parle de radicalisés, je pense que les gens qui sont radicalisés, c'est les gens qui sont en train au pouvoir, d'un côté, qui sont en train d'installer une espèce de projet ultra-libéral. On les voit dans les retraites, etc. Et ça, on les voit, cette stratégie de parler aujourd'hui et d'indiquer avec les doigts les musulmans. Moi, je ne suis pas musulman, je suis barbu, et je suis indiqué avec les doigts parce que je suis radicalisé par avoir une barbe, selon Castaner. Et je pense que ça, c'est très grave, mais c'est grave dans le sens de la stigmatisation, mais surtout dans le sens qu'on est en train de parler de ça et pas les choses importantes, pas de la question des écoles qui tombent en ruine, les classes qui sont fermées dans les écoles primaires, les urgences que ça fait des mois qui sont en grève, les pompiers qui sont dans la rue, les gilets jaunes qui ça fait 11 mois qui sont dans la rue, les mouvements climat et l'urgence climatique. Donc les choses importantes, la montée des loyers, la gentrification, les choses importantes, on les laisse à côté et on parle de ça. C'est vraiment un piège et c'est un piège qu'on les connaît dans l'histoire. Donc il ne faut pas tomber ça, mais en même temps, il faut toujours lutter contre l'islamophobie, contre le racisme, parce que c'est notre bataille. Et dans les quartiers populaires où j'habite, on les voit tous les jours. Les violences policières, on ne peut pas passer à côté de ça. On est dedans. On voit les violences policières, on voit les violences qui sont faites aux pompiers hier ou avant-hier. Et ça, depuis des mois, on les voit. Dans les quartiers populaires, ça fait des années, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des morts à cause de ça. Et c'est lié, parce que les violences policières, c'est lié aussi à une espèce de racisme ordinaire qui est dans la société. Et ça, on doit les combattre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.